Eh bien, rebonjour, nous voici déjà dans les rappels sur les ondes, et nous allons tout d'abord commencer avec les caractéristiques. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une perturbation? Donc une perturbation est la modification locale d'une ou plusieurs grandeurs physiques d'un milieu, comme la hauteur d'un niveau d'eau par exemple, la pression, la position, le champ électromagnétique. Exemple, un caillou qui tombe dans l'eau provoque une perturbation de la hauteur de la surface de l'eau. Une onde mécanique. Eh bien, une onde mécanique est la propagation d'une perturbation mécanique dans la matière, sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Une onde mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Exemple, la perturbation provoquée par la chute du caillou est une perturbation mécanique. On a déformé la surface de l'eau et cette perturbation va se propager sous forme de vaguelettes. Alors, pour une onde électromagnétique, une onde électromagnétique est la propagation de la perturbation du champ électromagnétique de l'espace. Les ondes électromagnétiques sont classées en différentes catégories selon leur fréquence. On a les ondes radio, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, rayons X et rayons gamma. Les ondes électromagnétiques peuvent se propager dans le vide, contrairement aux ondes mécaniques qui ont besoin d'un milieu matériel. Donc le diagramme ici montre maintenant l'évolution des ondes en fonction de la longueur de l'onde, en mètres. Donc les ondes de plus petite longueur d'onde sont les rayons gamma, d'accord, de l'ordre de 10-12 mètres pour la longueur d'onde, puis les rayons X, puis les rayons UV, puis nous avons le domaine du visible que nous pouvons capter avec nos yeux, donc de 400 à 800 nanomètres, d'accord. Enfin nous avons les infrarouges, puis les micro-ondes, et puis les ondes radio, qui sont les ondes avec les plus grandes longueurs d'onde. Donc ce sont celles que nous entendons à travers l'atmosphère, d'accord, pour écouter ce qu'émet une radio quelque part, soit en France, soit dans le monde. Alors, lorsqu'on parle d'ondes, en fait, il y en a grosso modo de deux types. Ce qu'on appellera l'onde transversale et l'onde longitudinale. Donc une onde est dite transversale si la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Ça veut dire ici, par exemple, j'ai une onde qui se propage de la gauche vers la droite, d'accord? C'est la direction de la propagation. Et la perturbation, elle a lieu verticalement, d'accord? Comme quand une goutte d'eau tombe dans un bassin, on voit que la direction de la perturbation est verticale, alors qu'elle se propage, cette perturbation, comme ça. Ok, ça peut aussi être la propagation d'une impulsion le long d'une corde. Donc on prend une corde et on lui donne une perturbation transversale et on voit cette perturbation qui se propage le long de la corde, perpendiculairement à la corde. Une onde longitudinale. Une onde est dite longitudinale si la direction de la perturbation, cette fois, est parallèle à la direction de propagation de l'onde. Donc voici une perturbation. Donc ici j'ai une compression, dilatation de l'onde, d'accord? La propagation se fait de gauche à droite, de nouveau, c'est la direction de propagation. Mais la perturbation, elle se propage aussi de gauche à droite. D'accord? Donc c'est par exemple la propagation d'une compression le long d'un sort. Donc c'est un sort dont on a fixé un bout, et on crée une perturbation en poussant sur ce ressort, en allant et en revenant. D'accord? Donc on crée une onde de compression qui se propage dans la même direction que la perturbation. D'accord? Donc là, ce serait une onde longitudinale. Alors, les dimensions d'une onde. Selon son milieu de propagation, une onde peut être à une, à deux ou à trois dimensions. Donc à une dimension, c'est le cas de la perturbation qui se propage sur un objet filiforme, en forme de fil, par exemple la perturbation sur une corde. À deux dimensions, ce sera la perturbation qui se propage sur une surface, par exemple une vague, la surface de l'eau. Et à trois dimensions, là, c'est une perturbation qui va se propager dans tout l'espace, d'accord, comme une onde sonore. Alors, les ondes progressives, quant à elles, sont des ondes qui se propagent par opposition aux ondes stationnaires qui vont être étudiées seulement en spécialité, d'accord, qui sont stationnaires, donc qui ne se propagent pas. Alors, il y a énormément de rappels dans ce module, ne vous effrayez pas, mais c'est un gros module, hein. En fait, il comprend 3 chapitres de votre cours, d'accord, sur les ondes. Il y a 3 chapitres d'ondes qui sont condensés dans ce module. Alors, la célérité. La célérité d'une onde, c'est la vitesse de propagation de la perturbation. Elle dépend de la nature de l'onde et des caractéristiques du milieu.
deux valeurs de célérité sont à connaître par cœur. Retenez-les bien. La célérité du son dans l'air, la vitesse de propagation du son dans l'air, c'est environ 340 mètres par seconde, et la célérité de la lumière dans le vide, qui est d'environ 3, 10 exposant 8 mètres par seconde, ce qui fait aussi 300 000 km par seconde. Enfin, qu'appelle-t-on retard? Le retard d'une onde, c'est la durée qui sépare la détection de l'onde par deux détecteurs situés à une distance d l'un de l'autre. D'accord? Donc si les deux détecteurs sont situés à une certaine distance d, il faudra un certain temps pour que l'onde aille d'un détecteur à l'autre. Et donc la distance sera égale à c fois ce temps, delta t, qui est le retard. Une onde progressive périodique maintenant, qu'est-ce que c'est? Donc si la grandeur S de t, c'est une fonction, vous voyez, c'est une fonction du temps, qui est associée à une onde, pression de l'air, hauteur d'eau, etc., en un point donné, est une fonction périodique du temps, l'onde est dite périodique. Une onde progressive non périodique peut être, quant à elle, une impulsion, une onde de choc, ce qu'on appelle un soliton, etc. Si par contre la grandeur, donc la perturbation au cours du temps, est sinusoïdale, alors on dira que l'onde est sinusoïdale. Si le signal est périodique, on parlera de la période t. Donc la période d'une onde périodique, c'est la plus courte durée de reproduction d'un motif élémentaire de cette perturbation qui dépend du temps. La fréquence, quant à elle, c'est le nombre de répétitions du motif élémentaire par seconde. Donc la fréquence, c'est l'inverse de la période. Et comme la période s'exprime en secondes, la fréquence s'exprimera en par seconde ou, ce qu'on dira plus souvent, en hertz. Enfin, la longueur d'onde d'une onde périodique, c'est la plus courte longueur séparant deux points dans le même état vibratoire. Donc voici une onde, d'accord? On a une perturbation, donc c'est une vibration aussi qu'on appelle ça, d'accord? Le même état vibratoire, c'est quand on passe par un maximum entre un endroit où on a monté et puis on descend, d'accord? Donc fonction croissante, décroissante, on a un maximum ici. Eh bien la longueur d'onde, ça va être la distance qui va séparer du prochain maximum, d'accord? Qui sera exactement situé, donc lui aussi, entre cette vague qui monte et puis qui redescend. Et donc la longueur d'onde sera reliée à la période par la célérité de l'onde. Donc la longueur d'onde, c'est une période spatiale finalement. Ici, la période tout court, c'est une période temporelle. Et la période spatiale est reliée à la période temporelle par la célérité de l'onde c. Donc ça va bien retenir aussi ça. Mais c'est une relation que vous connaissez déjà bien. Hein. Si je la renverse un petit peu, cette équation, c'est aussi c égale lambda sur t. C'est-à-dire qu'une vitesse est une distance sur un temps. Sauf que la distance ici, c'est la longueur d'onde. D'accord? Et que le temps, c'est la distance qu'il faut pour parcourir la longueur d'onde, c'est-à-dire une période temporelle. Alors, on va maintenant un petit peu particulariser la chose et considérer ce qu'on appelle les ondes sonores, donc celles qu'on peut entendre. D'accord? Donc, définition. Un son ou une onde sonore est produit par une perturbation qui fait se déplacer la matière de part et d'autre de sa position d'équilibre. Une onde périodique, pas forcément sinusoïdale, et de fréquence qui va de 20 Hz à 20 kHz. Voilà ce que c'est qu'une onde sonore. Cette perturbation va créer des zones de grande densité de particules, haute pression, et des zones de faible densité de particules, faible pression. Ok? Donc voilà, l'onde qui va être créée par le son, donc l'onde sonore, ça va être finalement des zones où il y a une forte densité de particules et une faible densité de particules, et cette compression-dilatation, si vous voulez, hein, on compresse les particules, ça veut dire qu'il y a une forte densité, on dilate la zone, ça veut dire qu'il y a une faible densité, qui se propage de gauche à droite. Donc les ondes sonores sont des ondes mécaniques, elles ont besoin de la matière pour se propager, longitudinales, dans ce cas-ci, en 3 dimensions. Ok? Et elles se propagent dans toutes les directions. Donc. Alors, quels sont les détecteurs sonores? On en connaît bien, hein, on connaît l'oreille. Le microphone permet de capter votre voix et après il va y avoir une chaîne qui va transformer ça en électricité, etc. pour aller
pouvoir être enregistré. Et dans tous les cas, ce qui va s'agir comme détection, c'est il s'agit d'une membrane qui est mise en vibration par l'onde sonore. Alors, nous avons encore ce qu'on appelle au niveau de l'onde sonore l'intensité d'une onde et son niveau sonore. Alors, l'intensité sonore, c'est défini comme la puissance par unité de surface. C'est des watts par mètre carré. Et le niveau sonore, lui, est lié à la sensation sonore ressentie. Ça s'exprime en décibels. Donc de nouveau, ça va être une grandeur physique qui va être liée au logarithme du lot de grandeur. D'accord? Donc le niveau sonore, L, il est défini comme étant 10 fois le logarithme en base 10 de I sur I0, où I est l'intensité du son que l'on entend, qui est égal à I0 donc fois 10 exposant L sur 10 quand je renverse cette équation. Et I0, c'est une intensité de référence, qu'on appelle le seuil d'audition conventionnel. D'accord? C'est le son de plus faible intensité qu'on peut entendre. D'accord? Et lui, il est égal à 10 moins 12 watts par mètre carré. Voilà. Donc le niveau sonore, il sera relié à l'intensité du son qu'on entend à un moment donné, divisé par le seuil d'audition conventionnel, dont on va prendre le logarithme fois 10. Voilà. Et donc quelques exemples de ce niveau sonore exprimé en décibels sont indiqués ici. S'il n'y a pas de bruit, le silence, eh bien évidemment, le niveau sonore sera égal à 0, c'est très tranquille. Et puis on a une progression là, des niveaux d'intensité du son, et donc du niveau sonore qui est la sensation qu'on en a. Eh bien si on commence avec une conversation normale ici, donc vous voyez tous les paliers, hein, vous pouvez aller à travers et regarder. Pour une conversation normale, on aura 60 décibels. Ça commence à être légèrement dérangeant. Si maintenant vous regardez un sèche-cheveux qui est à 60 cm, ça devient 80 décibels, ça devient bien dérangeant. Si vous allez à un concert de rock, ça monte, ça devient très dérangeant. Et au-dessus, un klaxon à 1 mètre ou un train qui est en bordure, donc vous êtes en bordure de quai, d'accord, ça devient insupportable. Et on a là des décibels de 130, d'accord. À savoir que au-delà d'un certain nombre de décibels, on peut provoquer des dommages, d'accord, dans la membrane qui est votre tympan au niveau de l'ouïe. Voilà, voilà. Bon, alors, après, toujours pour le son, on va définir la hauteur et le timbre d'un son. Donc la hauteur et le timbre sont des caractéristiques physiologiques d'une onde sonore. Elles sont clairement perceptibles par l'oreille humaine. Donc la hauteur d'un son, aigu ou grave, ça dépend de la fréquence fondamentale. D'accord? Donc la hauteur est reliée à la fréquence. Aigu ou grave. Donc aigu, c'est une grande hauteur, grave, c'est une basse hauteur. Son timbre, c'est le caractère du son, qui dépend de l'allure de l'onde sonore. Enfin, un son pur, au sens physique, aucun intérêt sur le plan musical, est une onde sonore sinusoïdale. Donc voici un son pur, ou une onde sonore pure, d'accord? C'est une onde sinusoïdale pure, voilà, c'est une sinusoïde. Par contre, un son complexe, il aura une base de sinusoïde et au-dessus de ça, il aura d'autres composantes. D'accord? Et donc ça en fait un son complexe. Donc le timbre va changer. Alors l'analyse spectrale permet de déterminer les composantes qu'on a spectralement dans une onde. Et on fait ça par ce qu'on appelle une décomposition de Fourier. Grâce à M. José Fourier qui, en 1822, a stipulé qu'une fonction périodique quelconque, comme celle-là par exemple, qui est une autre complexe, mais elle est périodique néanmoins parce qu'on voit qu'il y a une répétition d'un certain motif, d'accord? Donc une fonction périodique quelconque de fréquence f peut toujours être obtenue par addition de fonctions sinusoïdales de fréquence f, 2f, 3f, etc. Ce qu'on appellera les harmoniques. Donc fondamentale et harmonique, la sinusoïde de fréquence f est appelée fondamentale ou première harmonique. Et puis après, lorsqu'on a la fonction de fréquence n fois f, c'est la énième harmonique. Donc ça, c'est la deuxième harmonique, 2f, et ça, c'est la troisième harmonique, 3f. Et donc, quand on fait une analyse spectrale par la méthode de Fourier, bien on obtient un spectre du son. Et le spectre d'une fonction périodique, il ressemble donc à ça. Donc, il se présente sous la forme d'un graphique ressemblant à ceci. Donc, on a différentes composantes, le fondamental, ou la première harmonique, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième harmonique. Donc on voit les différentes composantes d'un son
avec leur amplitude respective. Voilà, donc en abscisse, on a la fréquence de l'harmonique, en ordonnée l'amplitude, et grâce à ça, on déduit quelles sont les harmoniques présentes dans la fonction et quelles sont leurs amplitudes relatives. Alors dans le cas d'un son pur, comme c'est une sinusoïde, son spectre est constitué d'une seule harmonique, ici, qui sera F. Par contre, un son complexe, comme celui-là, possède un spectre présentant plusieurs harmoniques. Bon là, ça fait attention, hein, ça fait un quart d'heure que tu m'entends parler, donc j'espère que tu arrêtes au fur et à mesure, là, au bout de chaque page, hein, pour un peu rédiger ta fiche qui correspond à cette page. Hein, c'est le but du jeu, c'est que tu puisses écrire là, ton résumé sur base des rappels que je fais, hein, tes fiches, que tu pourras relire la veille des DS et en particulier la veille du bac, d'accord, que tu puisses tout relire et avoir tout en tête pour pouvoir faire tes exercices le jour J. Voilà. Alors comme ça fait déjà de toute façon un petit moment maintenant que je te fais ces rappels, ben, je t'invite à te reposer quelque temps et puis revenir, d'accord? Que ce ne soit pas abrutissant. Parce que là, si je fais une demi-heure de rappel, tu vas être... tu vas en avoir marre. Donc fais une petite pause et puis reviens. Voilà, donc j'espère que tu te sens bien avec cette petite pause, hein, tu t'es rafraîchi un petit peu. Et on va parler maintenant des rayonnements dans l'univers. Donc définition. Un rayonnement, c'est un processus d'émission d'énergie qui implique une onde ou une particule. Synonyme de rayonnement, c'est une radiation. Alors, quelles sont les sources de rayonnement? Depuis la Terre, nous captons divers rayonnements électromagnétiques, ainsi qu'un rayonnement cosmique particulaire. Alors, le rayonnement particulaire que nous captons sont des particules élémentaires, comme des électrons, des neutrinos, etc., ou des assemblages de particules élémentaires, par exemple des noyaux formés de neutrons et de protons. Bon, tu as déjà entendu parler de ça depuis la seconde, hein, voire la troisième. Et enfin, nous avons aussi des photons, qui sont des particules associées aux ondes électromagnétiques. Alors, le rayonnement électromagnétique, lui, contrairement aux ondes mécaniques, ne nécessite pas de milieu matériel pour se propager. Les sources des ondes électromagnétiques dans l'univers diffèrent selon l'énergie des photons associés. Donc on a des ondes infrarouges, visibles et ultraviolettes, qui ont pour principale source des corps chauffés, les étoiles dans l'univers. La loi de Wien que vous avez vue en première permet de faire le lien entre la température d'un corps noir et la longueur d'onde, correspondant au maximum d'intensité émise par ce corps. Les ondes radio ou ondes hertziennes sont produites sur Terre par des antennes et dans l'espace par certaines étoiles en fin de vie, ce qu'on appelle les pulsars, des gaz froids et des nuages de poussière. Enfin, des rayonnements ionisants, qui sont des rayons X ou des rayons gamma, sont également créés dans le cosmos par des pulsars, des étoiles à neutrons, des naines blanches ou des phénomènes très énergétiques, comme l'absorption de matière par un trou noir. Sur Terre, ils proviennent de corps radioactifs. Voilà toute une série de rayonnements. Alors que fait-on avec ce rayonnement? On peut étudier l'univers. Donc c'est grâce à l'analyse des ondes ou des particules que les scientifiques peuvent étudier les objets de l'univers. Chaque longueur d'onde apporte des informations différentes. On a évidemment aussi une absorption des rayonnements, en particulier lorsque ceux-ci viennent des étoiles ou d'autres planètes, etc. Lorsqu'on les reçoit, elles doivent traverser l'atmosphère de la Terre, et donc il y a des absorptions. Donc la Terre reçoit de toutes les directions de l'espace des rayonnements et des particules. Ces rayonnements interagissent avec l'atmosphère, ce qui empêche parfois leur détection. Par exemple, le rayonnement UV émis par le Soleil est absorbé en partie par l'atmosphère terrestre. Pour s'affranchir de cette limitation, certains détecteurs sont embarqués dans des engins spatiaux, comme le télescope Hubble. Si ce flot ininterrompu n'était pas en grande partie arrêté par l'atmosphère, ces effets d'ailleurs interdiraient toute vie sur Terre. Voilà, donc en fait c'est grâce à l'atmosphère effectivement qu'on ne subit pas tous les rayonnements ionisants qui viennent de l'extérieur, et donc on n'attrape pas toutes sortes de maladies et qu'on finit, trépassé purement et simplement. Alors nous abordons maintenant encore une partie très importante qui sont les comportements ondulatoires des ondes. Et là on va commencer avec la lumière. Donc la diffraction est la modification de la propagation d'une onde
ouverture du faisceau, sans changement de longueur d'onde, lorsque l'onde rencontre un obstacle de taille A suffisamment petit par rapport à la longueur d'onde. Et ce qu'on voit alors, c'est une figure de ce type-ci, qui est une figure de diffraction créée par une fente verticale lorsqu'on envoie une lumière monochromatique, donc avec une seule couleur. Dans ce cas-ci, on le voit bien, elle est rouge. Donc on a une tache brillante en plein centre, d'accord, dont la largeur ici nous renseigne, connaissant tous les autres paramètres, nous renseigne sur la longueur d'onde de cette lumière. D'accord? Alors, cette tache la plus brillante est appelée la tache centrale. Sa largeur est notée L sur le schéma ci-dessous. Donc si on présente ici, si on regarde ce qui se passe dans cette direction-là, on a la tache brillante qui est ici, d'accord, de longueur L. Et si on connaît la distance à la fente à travers laquelle la lumière est passée, d'accord, et l'angle d'ouverture ici, de demi-ouverture même, eh bien, on pourra déterminer la longueur d'onde. Regardez. Donc, θ, c'est l'angle entre la limite du faisceau définissant la tache centrale et la direction initiale de l'onde, en radians. Vous vous souvenez des radians? Eh bien, θ, c'est lambda sur A. Donc, si on mesure une tache centrale et qu'on peut déterminer θ, d'accord, qu'on peut déterminer A, qui est la largeur de la fente ici, eh bien, on pourra déterminer la longueur d'onde qui passe. Et puis, on peut utiliser, bien entendu, comme toujours en physique, cette relation dans tous les sens. D'accord? Voilà. Alors, toutes les ondes peuvent être diffractées. Et ici, on a par exemple le diffractogramme, hein, le schéma de diffraction de la houle, d'une houle qui arrive de l'océan et qui doit passer ici à travers une ouverture qui est de l'ordre de la longueur d'onde de cette houle. Et donc, on voit ici une diffraction. Vous voyez ce pattern-là? Ce schéma qu'on voit, c'est un pattern de diffraction. Donc, c'est des ondes concentriques qui s'ouvrent comme si elles prenaient source ici, hein, à l'endroit de l'obstacle. Ok. Alors, si on considère maintenant la lumière blanche, eh bien la diffraction provoque des irisations, comme on voit ici. On a différentes irisations, on a différentes couleurs, plus ou moins brillantes et qui partent du blanc vers des couleurs qui ont bleu, rouge, vert, un petit peu de toutes sortes. Les figures de diffraction correspondant à chaque longueur d'onde se superposent. Donc dans le cas de la lumière blanche, on a ce phénomène-ci, on a la diffraction, mais pour toutes les longueurs d'onde, on va voir ça, donc on va voir ça dans le rouge, dans le bleu, dans le vert, etc. Mais comme l'angle ici, θ, d'ouverture, est directement relié à la longueur d'onde, la taille de cette tache centrale va être différente pour chaque longueur d'onde. Et donc quand on va superposer toutes ces taches, eh bien ça va nous donner quelque chose ainsi, où il y a de l'irisation. Donc au centre, où on va avoir toutes les couleurs qui sont présentes, les taches centrales de toutes les couleurs seront là, on va avoir une superposition de bleu, de rouge et de vert, ça va nous donner du blanc, mais plus on va s'écarter du centre, moins il va y avoir de couleurs qui vont pouvoir se superposer complètement. Et donc on va voir apparaître d'autres couleurs qui ne sont pas du blanc. Ok? On y reviendra sur ce phénomène. Voilà. L'autre phénomène très important dans le cas des ondes, après la diffraction, ce sont les interférences. Alors, ces interférences proviennent de la superposition d'ondes. Donc deux ondes de même nature qui passent par un même point se superposent. Et la perturbation totale, en ce point, c'est la somme algébrique des perturbations dues à chacune des ondes. Donc la perturbation totale sera due à la perturbation d'une source 1 plus la perturbation d'une source 2. La formation des interférences se passe ainsi. Lorsque deux ondes de même fréquence et de même nature arrivent au même point, en phase, c'est-à-dire avec des maximums qui coïncident en position, des minimums aussi, etc. Voilà un exemple de deux ondes en phase. D'accord? Les maximums et les minimums sont exactement au même endroit. Eh bien, on a ce qu'on appelle, lorsqu'on fait l'addition, la superposition, on obtient une interférence constructive. L'onde résultante a exactement la même forme, mais avec une amplitude 2 fois plus grande, puisqu'on additionne 2 fois la même chose. Voilà. Par contre, si les ondes arrivent en opposition de phase,
c'est-à-dire si dans un cas il y a un maximum et que pour l'autre signal il y a juste un minimum, et vice-versa, quand c'est un minimum pour l'un, c'est un maximum pour l'autre, eh bien en tout point, lorsqu'on va superposer ces deux ondes, le résultat va être nul, puisque je vais ajouter quelque chose de positif à quelque chose de négatif d'exactement contraire. D'accord? Donc la somme va donner 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive. Ok? Et dans le cas de la lumière, on aura donc les interférences lumineuses, qui sont représentées ici, et on peut facilement donc observer des interférences en faisant passer un faisceau laser à travers deux fentes proches. Donc on fait passer le faisceau laser ici à travers deux fentes, voilà, les faisceaux qui sont issus de ces deux fentes, d'accord? Il y a une zone où ça va se superposer, ici, de façon destructive, et d'autres zones où ça va se superposer de façon constructive. Et donc on va avoir une alternance de ce qu'on appellera des franges sombres et des franges brillantes, sous cette forme-ci. D'accord? Donc dans la zone où les deux faisceaux se superposent, il y a interférence. Et si ça se superpose de façon constructive, eh bien j'aurai une frange brillante. Et où ça va interférer de façon destructive, je vais avoir du noir ici. D'accord? Donc là, c'est où il y a des interférences destructives. Et entre eux, c'est des interférences constructives. On reconnaît par ailleurs un motif de diffraction, lui-même découpé en une série régulière de zones sombres et de zones lumineuses, comme ici. Sombre, lumineux, sombre, lumineux. Et de nouveau en lumière blanche, comme pour la diffraction, le motif obtenu par interférence dépend de la longueur d'onde de la lumière utilisée. Et donc dans le cas de la lumière blanche polychromatique, les figures d'interférence se superposent, et cela crée de nouveau des irisations. Voilà. Oh. Alors, nous voilà sur la partie des rappels concernant l'effet Doppler. Donc cet effet est le suivant. Lorsqu'un émetteur d'une onde périodique de fréquence nu-e est en mouvement par rapport à un récepteur, la fréquence nu-r perçue par le récepteur est différente de nu-e. Donc nous avons un émetteur ici d'une onde périodique qui avance sur la route, et nous avons un récepteur ici qui entend l'onde émise par cet émetteur. Donc pensez à une ambulance qui fait son pimpon, d'accord ? Alors, si l'émetteur se rapproche du récepteur, donc si l'émetteur va dans cette direction quand le récepteur ici, on a une composante de la vitesse là qui est positive quand elle va vers le récepteur. Eh bien, si Vx est positive, c'est-à-dire si l'émetteur se rapproche du récepteur, on aura une fréquence reçue par ou perçue par le récepteur qui sera différente de la fréquence émise. Alors, comment est-elle? Eh bien, elle est plus grande. Nu R est plus grand que nu E. Pensez, comme je vous l'ai dit, à cette ambulance qui se rapproche de vous, eh bien, le pimpon se fait de plus en plus rapidement, ça va vers les aigus, le son part vers les aigus, et donc la fréquence reçue est plus grande que celle émise. Par contre, dès que l'ambulance est passée et s'éloigne de vous, eh bien c'est le contraire. Le son qui était aigu redevient plus grave, c'est-à-dire que la fréquence diminue. Donc si Vx est plus petit que 0, c'est-à-dire si maintenant l'émetteur s'éloigne de vous, eh bien la fréquence perçue sera plus petite que la fréquence émise. Tout cela se schématise ici dans une relation qui est que quand il y a un mouvement par rapport de l'émetteur par rapport au récepteur, la fréquence reçue par le récepteur, c'était la fréquence émise, donc la fréquence du signal émis, c'était le pimpon, fois 1 plus la vitesse suivant x, donc la vitesse en direction du récepteur sur la célérité de l'onde. Sachant que Vx est positif si l'émetteur se rapproche du récepteur et que Vx est négatif si l'émetteur s'éloigne du récepteur. Si maintenant vous placez un réflecteur dans le chemin, donc là c'est l'histoire typique d'un radar, vous avez une onde qui arrive et qui repart vers le radar qui essaye de capter votre vitesse, et bien là la fréquence reçue par le radar, ce sera la fréquence qu'elle avait émise, fois 1 plus 2 fois votre vitesse en direction du radar, divisé par la célérité de l'onde. Voilà. Donc ceci termine un petit peu le récapitulatif sur l'effet Doppler, et je vous attends pour la suite, donc, dans le quiz et les méthodes. À bientôt!